Bonjour, donc je m'appelle Noria, je travaille à la Fondation Abbé Pierre, qui est une fondation pour le logement des personnes défavorisées en France, voilà, qui vit de dons quasiment à 100%, qui est indépendante et qui interpelle les pouvoirs publics autour du droit au logement et qui soutient beaucoup d'associations dans leur aide aux personnes en difficulté. Je vais vous dire ce que je sais sur l'encadrement des loyers en France. Pas plus que ce que je sais, mais puis on en sait, voilà, vous verrez bien. Je ne sais pas comment ça marche, ce truc. Comme ça. Voilà. Alors, pour quelques éléments de contexte, on a pas mal de propriétaires chez nous, environ 60%. Beaucoup sont sans charge de remboursement, 20% sont accédants à la propriété, mais il y a quand même beaucoup de propriétaires occupants de leur résidence principale. Et pour les locataires, on a 40% des ménages qui sont locataires, environ 17% du parc public. Et donc, c'est principalement le logement social qui représente un peu plus de 5 millions de logements en France. Et 23% donc, des locataires occupent le parc privé, c'est environ 7 millions de ménages. Et c'est à eux que s'adresse le dispositif d'encadrement des loyers qu'on vous présente aujourd'hui. La quasi-totalité des... Non, c'est pas ça. Alors du coup, je ne sais pas comment on fait pour revenir en arrière. Bah, j'appuie sur la barre du centre et... Ah, voilà, c'est ça. J'appuie sur tous les boutons, je suis désolée. Quasiment la totalité des logements locatifs appartiennent à des propriétaires particuliers, donc pas à des personnes morales, pas à des entreprises. Mais quand même, 50% de ces propriétaires ont plus de 5 logements. Ils sont propriétaires de plus de 5 logements. Donc, la propriété locative se concentre quand même dans un nombre de propriétaires assez réduit et puis relativement aisé également. Et ces propriétaires de 5 logements possèdent plus du tiers des logements locatifs dans les grandes villes. Donc là aussi où il y a le plus de locataires et c'est aussi assez intéressant de vivre puisqu'il y a aussi un marché du travail, etc. etc. Les locataires du parc privé, eux, sont dans l'ensemble moins riches que les propriétaires, plus riches que les locataires du parc social, c'est assez logique, mais il y en a quand même 32% qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui montre quand même que le parc privé a aussi une vocation sociale d'accueil des locataires qui ont très peu de ressources. Ils ont un taux d'effort en moyenne de 28%. Les aides personnelles au logement les aident pas mal pour les bénéficiaires, en tout cas les allocataires. Ça leur permet de verser de moitié leur taux d'effort. Mais quand même, une fois qu'on a l'APL, l'aide personnelle au logement, après ça, il y a quand même un tiers des allocataires qui payent toujours 40% de leurs ressources pour leur loyer. Et on en a même 10% d'entre eux qui sont quasiment à 70% de leurs ressources qui est consacrée au paiement de leur loyer. Là, vous avez des exemples du loyer du marché à Paris. C'est un marché cher. Voilà. Donc, on va parler du modèle de régulation français. L'encadrement des loyers en France n'est pas homogène. On a des mesures qui sont permanentes, d'autres qui sont temporaires. On a du droit commun, on a des dispositions aussi qui sont expérimentales. Beaucoup de ces mesures sont circonscrites à certaines zones géographiques et il y en a même qui concernent que certains logements et pas tous. Et donc, derrière le terme encadrement, on a surtout deux systèmes qui cohabitent. On a un encadrement de l'évolution des loyers, la façon dont les loyers progressent en cours de bail, ou alors à la relocation, ou alors au renouvellement des baux. Et puis, on a l'autre système, celui dont vous avez parlé principalement ce matin, qui est le plafonnement des loyers. Et donc, les deux sont complémentaires. Le premier système, celui de l'évolution des loyers, il est plus ancien et plus pérenne. Alors, je vais d'abord vous présenter celui-là. Voilà, en cours de bail, les logements sont indexés sur l'indice de référence des loyers. On a le droit d'indexer le loyer tous les ans en France, sur des baux qui durent 3 ans ou 6 ans. Les baux durent 3 ans s'ils sont signés avec un propriétaire personne physique et 6 ans s'ils sont signés avec un propriétaire personne morale. Et donc, l'indice de référence des loyers, il suit trimestriellement la hausse des prix à la consommation. Pour exemple, il était au premier trimestre 2021 de 0,09%, donc vraiment pas grand-chose.
mais il était de 3,49% au troisième trimestre 2022. Sous l'effet de l'inflation, l'IRL a tendance à beaucoup augmenter. Mais du coup, une loi est intervenue à l'été 2022, qui est une loi qui porte des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, qui plafonne l'évolution des loyers à 3,5%, peu importe si l'IRL, sous l'effet de l'inflation, va au-delà. Et ça, c'est une mesure temporaire, encore une fois, donc spécifique, temporaire, sur l'évolution des loyers. Je vous avais dit que ce n'est pas vraiment homogène. Entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, donc sur cet espace de temps-là, si jamais l'IRL passe au-dessus de 3,05, les loyers ne pourront pas évoluer en cours de bail au-delà. L'évolution des loyers donc, de cette indexation avait déjà été contenue en 2006, où on avait changé d'indice. Avant, c'était l'indice sur le coût de la construction, et en 2006, on est passé à l'indice de référence des loyers. Et pour comparaison, au troisième trimestre 2022, l'indice du coût de la construction, c'était de 8%. Donc, on est déjà passé d'une évolution, d'une indexation de 8% à 3,5%. Donc, c'est déjà une façon de contenir l'évolution des loyers en France, qui a eu un effet quand même assez considérable quand on voit qu'il est à 0,09% au premier trimestre 2021, ça évolue quasiment pas. Voilà. À la relocation et au renouvellement, là, on se place dans les zones tendues du territoire. C'est 28 agglomérations, dont on vous a parlé tout à l'heure justement. C'est des agglomérations dans lesquelles s'applique, qui sont listées par décret, et dans lesquelles s'applique la taxe sur les logements vacants. On estime que c'est des zones quand même tendues par rapport au logement, au niveau des loyers, au niveau d'achat, les demandes de logement social, etc. Et depuis 2012, dans ces 28 agglomérations, on ne peut pas relouer ou enfin réévaluer le loyer au renouvellement du bail ou au changement de locataire à la relocation au-delà de l'IRL. Et donc, cet effet-là a été aussi non négligeable parce qu'on voyait bien que c'était aussi à la relocation, surtout que les sauts de loyer étaient importants puisque les locataires étant stables, l'indexation se faisait sur l'IRL, ça évoluait pas beaucoup, mais au moment où on changeait de locataire, pof, il y avait un énorme saut et ça a été hyper contenu en 2012. Toutes ces évolutions-là d'IRL, d'évolution à la relocation au renouvellement, elles se font dans la limite du plafond, justement, des loyers qui est applicable dans les territoires qui sont concernés par l'expérimentation, dont je vais vous parler maintenant. Et là, voilà. C'est le cadre expérimental, donc, du plafonnement des loyers depuis 2018 en France. Le principe, c'est que le loyer initial est librement fixé, mais dans la limite d'un plafond, justement. Et ce plafond, il est fixé chaque année par le représentant de l'État, localement, le préfet. Et tous les ans, il fixe 3 loyers de référence, mais vous allez voir, c'est un peu similaire à ce que vous avez, donc ce que vous a expliqué déjà ce matin. Il y a 3 loyers de référence, le loyer médian, qui est observé dans la zone de l'encadrement, on l'appelle le loyer de référence, justement. Et puis après, il y a le loyer plafond, et ça, c'est le loyer de référence majoré, c'est le loyer médian plus 20%. Et au-delà de ces 20%, le locataire peut demander une diminution, ou alors il peut se voir rembourser le trop perçu, ou alors le bailleur peut aussi se voir sanctionné par une amende administrative s'il dépasse ce plafond. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un plafonnement, donc si on va au-dessus, évidemment, on est sanctionné, on a des recours. Il y a aussi un loyer de référence minoré, et ça, c'est le loyer médian moins 30%. Et donc, en dessous, le bailleur peut légitimement prétendre à ce que son loyer soit rehaussé. Les prix sont fixés au mètre carré par catégorie de logement. Et donc là, c'est par typologie. Une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et plus, par logement vide ou logement meublé, et puis aussi par année de construction. Ce sont vraiment les 3 grands critères des différents loyers de référence qui sont fixés. Et puis aussi, ils sont fixés par secteur géographique. Je vais vous montrer l'exemple. Voilà, à Paris, par exemple, ça donne ça. Ça, on est dans le secteur géographique 1, c'est le secteur le plus cher. On est aux Invalides, Notre-Dame et tout ça, au centre de Paris, c'est vraiment très, très, très cher. Et donc, c'est le nombre de pièces, l'époque de construction avant 46, entre 46 et 70, 90 et après 90. Et après, on a le loyer de référence minoré, de référence majorée pour les vides, pour les meublés. Donc, on a un arrêté qui sort tous les ans comme ça. Il y a 14 secteurs géographiques à Paris. Donc, il faut avoir connaissance de tout ça. Alors, l'objectif, ce n'est pas d'interdire les loyers abusifs,
Non, l'objectif, c'est justement d'interdire les loyers abusifs, mais pas de réduire les loyers. Ça, vous l'avez entendu depuis ce matin, j'ai l'impression que tout ce qu'on présente, c'est surtout ça. Donc, on a des montants qui restent proches, voire qui s'inscrivent dans le marché. Sont concernés par ça, par ce plafonnement, les logements locatifs privés donc, qui sont vides ou alors qui sont meublés, mais pas les meublés de tourisme et pas les résidences-services. Sont concernés aussi les colocations. Et si on a plusieurs contrats qui sont signés avec plusieurs colocataires dans un même logement, la somme des loyers n'a pas le droit de dépasser le loyer plafond sur un même logement. Pour les meublés, on prend en compte les différences de loyer entre un logement vide et un logement meublé. Les logements meublés prennent en général en compte l'ameublement, qui fait que ces loyers-là sont un peu plus chers que les logements vides. Sont exclus de l'encadrement des loyers les logements locatifs sociaux et les logements conventionnés parce qu'ils font déjà l'objet d'un plafonnement de loyer. Les logements conventionnés sont les logements qui sont conventionnés avec l'État et il y a eu une aide financière en général pour rénover le logement et en contrepartie, on plafonne les loyers à un certain montant pendant une certaine durée. Alors, il y a une dérogation et cette dérogation, elle s'appelle le complément de loyer et le bailleur peut fixer un loyer qui excède le plafond si le logement présente des caractéristiques particulières de localisation ou de confort comparé au logement de même catégorie et situé dans le même secteur géographique. Voilà. Ça, c'est la définition. Et la loi n'en dit pas plus. Elle ne liste absolument pas le type de locaux. L'intention du législateur, là, pour le coup, est encore moins claire que chez vous. Et on a très, très peu aussi de décisions de justice, parce qu'il y a eu vraiment peu de recours et on a vraiment peu de jurisprudence là-dessus. Par contre, bon, on peut en tirer quelques éléments d'interprétation. En toute logique, les caractéristiques qui sont prises en compte pour mettre un loyer au-dessus du plafond ne doivent pas être les caractéristiques qui sont déjà prises en compte dans la détermination des loyers de référence. Donc, on ne prend pas en compte le fait qu'il y ait des meubles, le nombre de pièces, la proximité des transports, le quartier et tout ça, ça a déjà été pris en compte pour définir le loyer le loyer plafond. Mais ce qui peut être déterminant, c'est soit qu'il y ait une terrasse ou un jardin, par exemple. La hauteur sous plafond aussi, ça a déjà été jugé au-delà de 3 mètres. Ça a déjà été jugé comme déterminant pour un complément de loyer. Une vue exceptionnelle sur un monument, si tant est que tous les logements du quartier n'aient pas la même vue sur le monument, sinon voilà aussi non plus, ça n'a plus rien d'exceptionnel comparé au logement du voisinage. Et puis des équipements luxueux. Voilà, on n'a pas beaucoup d'eau. Ce qui n'est pas déterminant, par contre, un balcon filant, ça ne justifie pas un complément de loyer, une exposition ensoleillée non plus, des travaux de rénovation non plus, une cuisine équipée non plus, et la proximité des transports en commun non plus. Ce sont déjà des choses aussi qui sont prises en compte dans les loyers. Et ce complément de loyer est par contre strictement et explicitement interdit pour certains logements, notamment les passoires énergétiques, celles qui ont un... Alors chez nous, c'est le DPE et vous, c'est le PEB, voilà. F et G. Voilà, il n'y a pas de complément de loyer possible pour ces logements-là. Et puis, toute une liste de caractéristiques qui font que le logement a au moins un défaut de confort. Et en général, ce sont des logements indécents, qui aussi, de toute façon, ne devraient pas être sur le marché normalement. Et donc, alors, avoir un complément de loyer là-dessus, ça devient plus que scandaleux. Voilà. Alors, l'encadrement, pour l'heure, est très circonscrit quand même. Il est limité dans le temps et à certaines zones de France seulement. On a, pour le périmètre géographique, ça s'applique dans les zones donc, tendues du territoire. On est sur des agglomérations qui sont à plus de 50 000 habitants et là où on constate qu'il y a un gros déséquilibre entre l'offre et la demande de logement et où il y a des difficultés sérieuses de logement. Je vous l'ai dit, c'est les 28 agglomérations qui sont listées par décret. Mais ce n'est pas parce que l'encadrement des loyers peut s'appliquer sur ces zones-là. Ça reste une option pour ces agglomérations qui peuvent candidater à l'encadrement du loyer. Et si elles veulent appliquer l'encadrement des loyers sur leur territoire, il faut qu'elles en demandent l'autorisation au ministre. Et c'est le ministre qui, par décret, dit, après avoir vérifié que 4 conditions supplémentaires s'appliquent chez elles, va sortir un décret en disant oui, l'encadrement s'applique sur cette zone-là. Elles avaient 4 ans, ces agglomérations, pour demander l'expérimentation aussi, donc très limité dans le temps. Depuis novembre 2022, plus aucune agglomération ne peut demander à ce que l'encadrement s'applique sur leur territoire. Et elles doivent remplir, comme je le disais, 4 conditions supplémentaires. Elles doivent prouver qu'il y a un écart. Est-ce que j'ai mis ça après ou pas? Ah oui, c'est...
Oui, c'est ça, je crois. Il y a un écart important entre le loyer du parc privé et le loyer du parc social. Il faut que le loyer médian soit élevé. Je donne les termes de la loi, hein, un loyer médian élevé. Il faut qu'il y ait un faible taux de logements construits comparé au nombre de logements existants ces 5 dernières années et qu'il y ait des perspectives de production qui soient limitées. Voilà. Donc, on a encore des critères qui sont très, très vagues. Donc, on est dans les zones tendues qui doivent prouver qu'elles sont encore plus tendues et puis selon des critères qui sont vagues. Alors, concernant Paris, ça n'a pas été difficile de montrer pour ça. Tout ça, c'est la zone la plus tendue de France. Donc, si ce n'était pas applicable là, c'était applicable nulle part. Mais on a eu des refus quand même de la part du ministre sur 3 agglomérations, Grenoble, Grigny ou le Grand Orly, par exemple, parce qu'on considérait que les prix des loyers là-bas étaient stables. Alors oui, les loyers étaient à peu près stables, mais ils n'en étaient pas moins élevés. Voilà. Et donc, du coup, l'encadrement a été refusé. Ça n'a pas été contesté. Ce n'est pas des agglomérations qui sont allées au tribunal pour contester ça. C'est dommage, parce que du coup, on aurait pu aussi interpréter ces critères-là. Et surtout, ça prive quand même l'encadrement des loyers d'un effet préventif possible. Et donc, on intervient dans les agglomérations qu'une fois que c'est la catastrophe, et c'est dommage, parce que c'est un petit peu tard. Néanmoins, c'est où? Oui, voilà, c'était ça. Depuis 2018, ça s'est appliqué, l'encadrement s'est mis en place progressivement, donc entre 2019 et 2022. Vous le voyez là, il y en a encore 2 en instance, mais les derniers, c'était vraiment en 2022, 2021, 2020. C'est très, très récent. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, je dirais qu'on n'a pas tant de recul que ça. Donc, dans le temps, je vous le disais, c'est un dispositif expérimental et optionnel, on l'a vu. L'expérimentation était prévue d'abord pour 5 ans jusqu'en 2023, elle vient d'être prolongée jusqu'en 2026. L'encadrement s'applique sur le territoire qui a été autorisé à le mettre en œuvre à partir du moment où les arrêtés préfectoraux entrent en vigueur. Donc, entre le moment où il y a l'autorisation ministérielle et le moment où l'arrêté entre en vigueur, en fonction des territoires, il s'est passé entre 2 et 12 mois. Voilà. Ça dépend un peu de l'ampleur du territoire concerné. Il y a des endroits où c'est que Paris, puis avec un observatoire qui est très ancien, et donc du coup qui a une bonne méthodologie, qui a déjà tout un stock d'observation, donc ça peut se mettre en place assez rapidement. Il y en a d'autres, les observatoires devaient quand même passer par un filtre méthodologique, ça a pris un petit peu de temps. Et puis, il y a des agglomérations, c'est des agglomérations, c'est pas vraiment, je dis 26 communes, mais c'est des agglomérations qui demandent à faire l'encadrement, qui peuvent concerner 8-9 communes ensemble, et donc du coup, ça peut prendre aussi un peu de temps. Mais il y a aussi sans doute des diligences et puis des résistances locales qui font que ça peut durer aussi un peu plus longtemps. L'encadrement s'applique aux nouveaux baux, donc aux premières locations, et puis aux relocations et au renouvellement des baux, mais ça ne s'applique pas aux baux en cours. Et pas non plus aux tacites reconduction. Je vous le disais, on a des baux de 3 ans et donc entre 3 et 6 ans. Donc, soit de 3 ans, soit de 6 ans, c'est pas vague. Entre 3 et 6 ans, c'est 3 ans ou 6 ans. Et donc voilà, donc c'est dire quand même que l'encadrement produit ses effets que très progressivement, au fur et à mesure aussi des emménagements ou des renouvellements. Donc, les locataires peuvent faire des recours si leur loyer dépasse le plafond. À partir de l'entrée en vigueur de l'encadrement, pour les nouveaux baux qui sont conclus à un loyer supérieur au plafond, le bailleur peut, pendant 3 ans après avoir signé son bail, saisir la commission départementale de conciliation. C'est une commission paritaire où il y a autant de propriétaires que de locataires pour arriver à une conciliation avec son propriétaire bailleur. S'il n'y arrive pas, il va ensuite saisir le juge. Et c'est le juge qui fixera le montant du loyer. Mais il y a une autre action et qui là est plus intéressante. On en parlait un petit peu dans les toilettes tout à l'heure. On peut saisir le préfet et le préfet peut mettre en demeure, dès lors que, peu importe qu'on engage une procédure judiciaire ou pas, et on peut aussi saisir le préfet et engager une procédure judiciaire, mais dès lors que le préfet constate qu'il y a un loyer qui ne respecte pas le plafond, il met en demeure le bailleur de réduire ce montant de loyer-là, de rembourser le trop perçu depuis le début du bail. Voilà. Et puis, si le bailleur n'en justifie pas, il y a une amende administrative qui est fixée par la loi. C'est 5 000 € si c'est un bailleur personne physique et 15 000 € si c'est une personne morale.
Bon, entre juillet 2019 et juillet 2022, à Paris, il y a eu 16 amendes seulement, quand même, et allant de 300 € à 8 300 € environ. C'est faiblement dissuasif encore pour le moment, mais le préfet peut déléguer ce pouvoir-là. Depuis tout récemment, on a changé la loi aux agglomérations. Donc, les agglomérations peuvent prendre ce pouvoir administratif de mettre en demeure le bailleur et de mettre les sanctions. Et depuis janvier, là, en 2023, Paris a pris cette compétence-là. Et donc, du coup, va pouvoir exercer cet effet un peu de dissuasion, avec la volonté affichée de le faire mieux, justement, que la préfecture, et d'y mettre davantage de moyens. Le délai de contestation du complément de loyer est différent que du dépassement du plafond. Et alors là, c'est assez peu compréhensible parce que lui, pour le coup, on n'a pas 3 ans pour le contester, on n'a que 3 mois. Et pourtant, le complément de loyer, c'est justement ce qu'on met au-dessus du plafond, c'est justement ce qu'il y a de moins défini. Et donc, du coup, mais c'est ce qu'on doit contester dans le délai le plus court. 3 mois pour saisir la commission départementale de conciliation et ensuite 3 mois, s'il n'y a pas d'accord, pour saisir le juge derrière, avec toutes les difficultés d'interprétation de la loi. L'autre action en diminution possible, c'est au renouvellement du bail. Donc, voilà, ça, c'est pour appliquer le dispositif au baux en cours. Donc, au renouvellement, on peut demander une action en diminution au bailleur. Lui peut demander une action en augmentation s'il est sous le médian minoré de 30% dont on a parlé tout à l'heure. Entre juillet 2019 et juillet 2022, la commission de conciliation a été saisie environ 450 fois, et sur 350 dossiers, il y en a quand même plus de 280 qui ont donné raison aux locataires. Voilà. Donc, le côté paritaire ne relativise pas non plus. Si un loyer dépasse, il dépasse. Donc, du coup, on a quand même plus de décisions du côté du locataire que du côté du propriétaire. Pour finir sur le dispositif d'encadrement en France, aux 2 systèmes que je viens de décrire, l'évolution et le plafond, il y a le blocage depuis 2022 pur et simple des loyers des passoires énergétiques. Avec un DPE F et G, on ne peut plus augmenter le loyer à aucun moment et pour aucune raison. Voilà. Donc, il y a une vertu à cet encadrement, la mise en place de l'encadrement, c'est que les loyers sont rendus quand même plus transparents, et ça a justifié aussi une information et aussi un accès à l'information spécifique pour le locataire sur les loyers, là où il loue son logement. Le contrat a des mentions obligatoires, il doit préciser le loyer de référence majoré également, et il doit préciser aussi le dernier loyer qui a été appliqué par le précédent locataire pour vérifier qu'il a la relocation, il ne reloue pas au-delà de l'ERL. Et il doit préciser aussi le montant des travaux qu'il aurait effectués depuis le dernier contrat ou depuis le renouvellement, là aussi pour justifier des éventuelles dérogations à la relocation ou au renouvellement. Parce que je l'ai peut-être sauté, mais à la relocation et au renouvellement, si on ne peut pas évoluer au-delà de l'IRL, il y a quand même des dérogations. S'il y a eu des gros travaux ou si le loyer est sous-évalué, il y a quand même la possibilité, dans ce cas-là, de justifier l'augmentation. Mais il faut le justifier, il faut apporter les factures pour les travaux pour montrer ça. Les loyers de référence sont fixés par des observatoires locaux. Il y en a 34 en France qui couvrent environ 55 agglomérations. Et donc, un tiers de la population française a accès aux loyers et quasiment la moitié du parc locatif privé est couvert. Et donc là, on voit quand même qu'il y a aussi une autre vertu de l'encadrement, c'est qu'on s'est mis à observer les loyers en France, mais même au-delà des endroits où l'encadrement s'applique réellement. Il y a plus de transparence sur les loyers et plus de connaissances aussi, surtout, parce que pour mener une bonne politique du logement, c'est bien aussi de savoir quel est le niveau des loyers qui sont pratiqués dans son pays. Mais voilà. On a des portails web aussi qui permettent aux locataires d'aller vérifier. On rentre, attendez, ça c'est l'observatoire des observatoires là, les zones ici avec les différentes couleurs en fonction des montants de loyer. Tout le monde a accès à ce type d'informations-là sur Internet. Et aussi, par exemple, à Paris, vous voyez, en haut, on peut mettre le nombre de pièces de son logement. Là, je suis dans un 2 pièces avant 1946, il n'est pas meublé. Je suis impasse Fleurimont dans le 14e. Et là, le loyer de référence majoré sera de 30,7 € par mètre carré. Et donc, je peux savoir assez rapidement si le loyer que me propose le bailleur, si le loyer de mon contrat. Et voilà, à partir de là, on peut même remplir des fiches pour pouvoir signaler les déplacements. Et donc, du coup, dans les agglomérations qui prennent la compétence du préfet pour mettre en demeure le bailleur,
elle s'engage à faire toutes les démarches à la place du locataire dès lors qu'il y a une déclaration en ligne. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Quelques difficultés peut-être avant de finir sur l'impact plutôt. D'abord, un gros faux... Non, c'est pas une impasse, pardon. Mais d'abord, un faux départ qu'on a eu en France. La loi, en fait, le dispositif que je vous ai présenté de plafonnement des loyers, il avait été voté en 2014 par la loi Allure et qui prévoyait le même dispositif, mais de manière pérenne, pas limité jusqu'en 2026, et surtout qui s'appliquait automatiquement sur tous les territoires, les 28 agglomérations, alors qu'aujourd'hui, ce n'est qu'optionnel. Ça va tout faire, je pense. Sauf que cette loi a été ni assumée ni portée après son adoption, une vraie loi adoptée au Parlement avec 4 lectures, 2 à l'Assemblée nationale, 2 au Sénat, etc. Mais finalement, derrière, le Premier ministre, Manuel Valls, 2 mois plus tard, dit que les conditions techniques ne sont pas réunies, que ça ne va pas se faire avant des mois, voire des années. Donc, bon, on va plutôt mettre le dispositif à titre expérimental à Paris, et puis on ne va pas le mettre en place ailleurs. Donc, en gros, on n'appliquera pas la loi. Donc, voilà. Ça a été une déclaration politique qui a fait l'objet d'un recours et qui a été annulée par le Conseil d'État 3 ans plus tard. C'est-à-dire, un Premier ministre ne peut pas décider tout seul d'expérimenter une loi si la loi ne dit pas que c'est une expérimentation, évidemment. Mais c'était un peu tard. Il y a eu des recours aussi qui ont été engagés contre les arrêtés qui ont été pris. Les premiers à Paris et à Lille ont été annulés sur des recours des fédérations de propriétaires et d'agents immobiliers en 2017. Une annulation qui a été confirmée par la Cour d'appel, mais il a fallu attendre en 2019 que le Conseil d'État dise non, finalement, ce qui a été fait est bien valide, sauf qu'en 2019, c'est trop tard parce que l'annulation a produit ses effets pendant 2 ans, entre 2017 et 2019, et puis surtout en 2018, une loi est intervenue pour supprimer l'article de la loi Allure et instaurer un nouveau dispositif à type expérimental selon les vœux du Premier ministre d'avant. Voilà, donc c'est quand même une saga dont le résultat est vraiment décevant si on compare à l'ambition de départ. Aujourd'hui, donc, on en est vraiment aux premières années de mise en place. Donc, on souligne surtout les défauts parce que dans la mise en œuvre, c'est surtout les imperfections et puis les failles du dispositif qu'on voit d'abord. Donc, il y a le flou et la complexité quand même qui limitent beaucoup la portée de l'encadrement. On l'a vu, il y a un cumul de dispositifs, beaucoup d'exceptions, et donc ça rend difficile la loi à lire, à saisir, à appliquer. Il y a des actions des locataires qui sont vraiment enfermés dans des procédures et des délais qui sont multiples, donc qui sont difficiles à tenir pour eux. Et puis ça dépend beaucoup de l'information et de l'accompagnement dont ils disposent. On l'a vu quand même, les rapports locatifs sont pas équilibrés et les locataires sont quand même assez réticents à se mettre en situation de conflit dès le départ comme ça avec leur bailleur, un bailleur à qui ils pourraient demander quelques années plus tard une amélioration de ceci ou de cela, puis qui ne serait pas faite. Bon, voilà, c'est pas évident. Voilà, la définition des territoires qui sont éligibles, on l'a vu, ça ne permet pas d'intervenir en amont, ou alors quand on sent qu'un marché va défaillir, il faut vraiment que le marché dysfonctionne pour qu'on intervienne. Et puis le complément de loyer, vu son absence de définition, ça laisse place à des abus, et c'est justement ces abus-là que la loi est censée interdire, donc c'est pas évident. Mais vraiment, du coup, le gros point positif, c'est vraiment le soutien des pouvoirs publics qui viennent auprès des locataires, avec la possibilité de mettre une amende et que la préfecture intervienne. Mais là, ça dépend aussi beaucoup des moyens que va mettre l'administration au service de cette prérogative-là, et puis de la sévérité des sanctions aussi, quoi. À ce titre-là, les amendes, 5 000 € pour un bailleur personne physique, 15 000 € pour une personne morale, ça ne semble pas énorme, enfin pas très, très dissuasif. Pour que ce soit dissuasif aussi, il faudrait que le dispositif soit pérenne. Je pense qu'un dispositif temporaire dont on ne sait pas très bien comment ça va se passer après 2026, ça ne donne pas énormément beaucoup de crédibilité à ça, et donc je ne sais pas très pris au sérieux. Et puis, il y a aussi la fiabilité des données auxquelles il faut vraiment faire attention aussi. Si le dispositif se base sur une observation locale qui ne préexistait pas avant,
Et nous, on n'avait qu'un seul observatoire, c'est l'Observatoire local de l'agglomération parisienne, qui était vraiment effectif en 2014. Quoi. Ça a mis du temps quand même pour que tous se mettent en place et qu'ils aient des données vraiment fiables, une rigueur méthodologique et que le dispositif ne soit pas non plus trop contestable. Parce qu'on peut aussi contester un dispositif d'encadrement parce qu'on considère que l'observation des loyers est mal faite, quoi. Qu'il n'y a pas un panel suffisant, que les données ne sont pas agglomérées, etc. Voilà, donc il faut quand même tenir plusieurs dimensions à la fois, quoi, politique, juridique, scientifique, et aussi dans la durée pour que l'encadrement des durées soit vraiment assis et puis qu'on puisse en percevoir les effets ensuite. Sur l'impact, globalement, de ce qu'on en sait, mais Hugo en a parlé ce matin déjà un petit peu. Globalement, les loyers ralentissent. Donc, depuis 2014, on voit quand même que les loyers progressent beaucoup moins vite. Mais principalement sous l'effet de l'IRL. C'est vraiment ce qui se passe. Je vais peut-être vous remettre voilà. Ça, la vue d'ensemble, c'est vraiment ce qui se passe sur l'indexation et à la relocation et au renouvellement et à la limitation à l'IRL, à une IRL qui a été faible pendant de nombreux trimestres, qui fait que ça modère beaucoup les loyers. Et puis, l'encadrement est à peu près respecté. Il y a quand même un tiers des annonces qui mettent des loyers qui ne sont pas conformes. Mais on dit, pour conclure, en tout cas, l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne et puis les études qui ont été faites à Paris concluent qu'il y a quand même un effet de l'encadrement des loyers, mais qui reste assez modeste. Néanmoins, le dispositif en lui-même pourrait aboutir à faire baisser les loyers. Ce n'est pas un problème de la manière dont on fixe les loyers de référence. C'est pas scientifique, en fait, le problème pour baisser les loyers. C'est vraiment une histoire de volonté politique, parce que si on appliquait aujourd'hui à l'ensemble du parc privé parisien l'encadrement des loyers, le loyer moyen mensuel baisserait quand même de 16 euros, d'1,4%. Donc, on pourrait quand même le faire baisser avec un système d'observation qui est relativement neutre et objectif comme aujourd'hui, c'est même sans l'intention volontaire de baisser massivement les loyers. C'est la surface qui est quand même le principal facteur de contrainte et de dépassement. Les petites surfaces, c'est les surfaces les plus chères, donc c'est vraiment chez elles que l'encadrement se fait le plus. Nous, on ne prend pas en compte la surface, on prend en compte la typologie. Donc T1, T2, T3, T4. Dans la catégorie T2, une petite surface T2 sera plus contrainte parce que globalement, le loyer médian sur les T2 a des surfaces supérieures, mais plus le logement est grand, plus le loyer au mètre carré est faible. Donc, du coup, le loyer plafond sera plus bas et donc plus petit. Voilà. Et puis surtout, à surface identique, celui qui aura le moins de pièces sera loué plus cher. Du coup, comme je vous le dis, sous l'effet des typologies. Un 35 mètres carrés d'une pièce sera loué à un plafond de 1 000 euros. Et s'il a une chambre à part, par contre, 37 mètres carrés sur un T2, il devrait être loué à 940 euros. Voilà. Les loyers les plus anciens, ce sont ceux qui dépassent le plus. Et juste pour terminer, on n'a pas encore vraiment d'évaluation sur le stock de logements. Voilà, l'effet de l'encadrement sur l'entretien des logements et puis sur le nombre de logements locatifs, on n'a pas vraiment de recul là-dessus. Pas vraiment aussi sur l'allocation du passage vide des petites surfaces vers la location meublée et de courte durée, parce que c'est un phénomène qui existait déjà avant l'encadrement des loyers. Mais ce n'est pas exclu quand même que l'encadrement accentue le phénomène, et donc ça implique quand même d'être très attentif à l'existence d'une réglementation qui dissuade, voire qu'interdit l'évasion locative vers ce segment de l'offre. À Paris, on a quand même un quart de l'offre qui est en meublé, donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc pour conclure, le gros effet de l'encadrement des loyers, c'est sur l'évolution, et à l'IRL, sur nous, c'est vraiment qui est